Dans un monde où les humains quittent la Terre par vagues à la recherche de trésors et de terres promises. Dans un monde où les systèmes habitables peuvent vous offrir aussi bien le salut et la rédemption que la désillusion et la mort. Où les prophéties ne sont que le résultat de calculs de probabilité et où une comète dans le ciel vous annonce que la faucheuse vient vous arracher votre âme de ses propres mains. Dans un monde où certains ne voient en vous que de la matière mécanique et où votre valeur n'est plus que monétaire. Dans ce monde, des yeux vous regardent dans l'ombre, des yeux reflétant votre propre reflet, vous obligeant à faire face à la conséquence de vos actes. Des yeux remplis de la fureur de toute une espèce éteinte depuis des années et à présent teintés de mystère, de rêve et d'espoir. Dans ce monde évolue un homme, une bête, un furien, un seul et unique, Riddick. J'ai réussi à tellement meubler sur l'univers de la saga Riddick qu'on se retrouve à présent dans une seconde vidéo. Tout va bien, je maîtrise ce format sur le bout des ongles. Cette vidéo est la suite directe du précédent épisode de Sonjorium où nous y avons structuré l'univers des chroniques de Riddick. J'invite donc toutes les personnes curieuses à ce sujet d'aller la voir avant d'attaquer cette vidéo, car ici, il est temps d'attaquer les choses sérieuses et de parler en détail de notre furien préféré. Paris Purgilvi. Antiquité en tout genre. Chef d'entreprise. Richard B. Riddick, fréquemment en cavale. Richard ? Comment ça, Richard ? Quand on ne croit pas en Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu nous Pensez qu'on peut passer la moitié de sa vie en tôle, un mort de cheval dans la bouche et ne pas croire? Vous pensez qu'on peut débuter dans la vie avec 3 mois d'avance parce qu'on a le cordon ombilical qui vous étrangle et ne pas croire? Vous vous gourrez, saint homme. Jamais j'ai perdu ma foi en Dieu. Et je me bats tous les jours contre le diable. S'il y a bien un sujet difficile à aborder de manière claire et concise, c'est bien celui du contexte de la naissance de Riddick, car non seulement son accouchement était l'exemple parfait de tout ce qui peut mal se passer, mais il fallait aussi que ça se passe alors que son peuple entier se faisait massacrer par une armée de nécromangers. Il existe une légende, celle d'enfants mâles furiens, tués au moment de naître, étranglés avec leurs cordons. C'est l'intrigue principale des chroniques de Riddick. Il y a une trentaine d'années, le chef des nécromangers, alors simple soldat, se fit prédire par une élémentalienne que sa chute serait causée par un mâle furien. Ce dernier décida donc tout simplement de partir en croisade pour éliminer toute l'espèce. Simple, rapide, efficace. Furia est un monceau de ruines. Nulle vie ou presque n'y subsiste. Pour une simple raison. Notre jeune guerrier est parti en croisade contre Furia, tuant tous les jeunes mâles qui les trouva, allant pour certains jusqu'à les étrangler avec leur propre cordon nourricier. Finement joué de sa part, n'est-ce pas? Toutefois, notre ami oublia l'une des premières règles. Dans un génocide, il y a toujours des survivants. Et les furiens, c'est très doué pour survivre, même les simples nouveau-nés, visiblement. Je sais pas combien de fois j'ai été rayé de la liste et laissé pour mort. J'imagine que quand ça nous arrive pour la première fois le jour de notre naissance, on finit par perdre le compte. Vous pourriez faire semblant de vous adresser à un homme ayant été élevé en milieu carcéral. Mais vous donnez pas cette peine, j'y ai été éduqué.
La vie de Riddick, de sa naissance jusqu'au début de la saga, reste volontairement très floue, mais nul doute qu'elle fut marquée par la violence et le danger de mort imminent. Entre les milieux carcéraux où les droits humains les plus élémentaires sont joyeusement bafoués, les planètes peuplées de créatures hostiles, ou encore les conflits militaires mettant des systèmes entiers à feu et à sang, l'éthique de Riddick s'y est retrouvée constamment mise à rude épreuve qui lui fit passer la survie au-dessus de toute autre priorité. Les médecins sur un champ de bataille décident de qui va vivre et qui va mourir. On appelle ça une sélection. On a appelé ça un meurtre quand je l'ai fait. Ce petit extrait sous-entend que Riddick n'a pas qu'été détenu ou fugitif, mais également soldat. Toutefois, c'est un aspect de sa vie qui n'apparaîtra quasiment pas dans les films et sera surtout développé dans le roman. C'est en étant ranger pour la compagnie qu'il aurait appris à piloter avant de se faire trahir par elle, de se retrouver à nouveau en prison, et, une fois évadé de cette dernière, d'avoir pour la première fois sa tête mise à prix. C'est en intégrant un groupe de mercenaires qu'il prendra part à la guerre des Lamentations et sera le seul à en ressortir vivant, se faisant reprocher d'avoir tué ses frères d'armes pour s'enfuir au passage. Et dès le début de sa cavale, les choses se seront enchaînées très vite pour Riddick. Comme dans un effet boule de neige infernale, chaque cadavre de mercenaire ou de chasseur de primes qu'il laissait derrière lui n'était qu'un nom ajouté à la liste de ses meurtres en série et un montant ajouté sur son avis de recherche. Le père, hein? Le puissant Papa John. Ouais, c'est ça. Et tu as fait tout ce long voyage juste parce que tu voulais me voir. Ça me flatte. Traqué par la vie et par le monde, il n'eut pas d'autre choix que de laisser ses instincts animaux prendre le dessus pour survivre à cette lutte incessante. Se considérant finalement plus comme une bête qu'un humain, après tout le monde le traitait déjà comme tel, alors pourquoi ne pas leur donner raison? Riddick devint ainsi un prédateur, le prédateur de l'humain. Il paraît qu'en sommeil cryogénique, la plupart des fonctions cérébrales sont désactivées. Sauf celle de notre cerveau reptilien. Siège de nos réactions animales. Pas étonnant que je dorme pas. Ses origines, Riddick les a donc enfouies au plus profond de son esprit, oubliant la vérité sur sa naissance au point de s'être persuadé que c'était sa propre mère qui avait essayé de le tuer. Mais plus on cherche à enfouir ses secrets, plus ils referont surface avec force. Ces derniers ressurgiront ainsi sous forme de visions, de flashs et autres cauchemars réveillés qui lui feront même remettre en cause sa santé mentale. Mais ces hallucinations ne sont pas une invention de son esprit. Elles sont bien réelles, animé par l'écho de son peuple massacré et réclamant vengeance. Cet écho est représenté par Shira, une furienne tellement mystérieuse que son existence même est questionnable. Elle parle et apparaît à Riddick à plusieurs reprises, la plupart du temps afin de lui venir en aide en éveillant ses capacités furiennes. Mais, alors que dans les chroniques de Riddick sa route était sur le point de croiser à nouveau celle des nécromangers, les apparitions se firent soudainement plus pressantes, allant même jusqu'à lui appliquer une marque. Regarde notre monde. Les tombes de ceux qui n'ont pu en réchapper il y a 30 ans. Il n'y a pas d'avenir tant qu'on ne vit pas en paix avec son passé. Pour nous tous qui portons la marque. Une marque qui, selon ses dires, est portée par tous les survivants du massacre de Furia. Cette marque est le souvenir de ce massacre, son traumatisme, rempli de la fureur de ses victimes qui refusent de trouver la paix. En appliquant cette marque sur les derniers représentants de leur espèce encore en vie, ils veulent s'assurer que leur mort ne soit jamais oubliée et que leur rage reste vive tant qu'ils ne seront pas vengés. Et oui, c'est pour ça que le personnage du purificateur, qui est également un furien, est aussi porteur de cette marque. Ce personnage me fascine. Survivant du massacre de son peuple, converti par les nécromangers et oubliant tellement sa véritable nature qu'il atteint le rang de purificateur au sein de ce même ordre, faisant ainsi subir à des milliers de personnes le sort qu'on lui fit subir. Et ce n'est que lorsque les circonstances le firent s'éloigner géographiquement du haut commandeur que son endoctrinement commença enfin à faiblir, permettant à sa nature furienne de refaire surface. Une épreuve s'il en est,
ce genre de mission. L'occasion rêvée de tester notre foi. N'êtes-vous pas d'accord? Sans doute pour certains. Si loin de l'Armada, l'esprit est tenté de se fourvoyer dans d'étranges pensées, des doutes. N'en avez-vous donc jamais, Vako? C'est le seul personnage parmi tous les soldats s'étant éloignés du vaisseau mère des Necromangers qui s'en retrouva alors libéré de l'emprise de son haut commandeur. C'est dire si l'endoctrinement est solide. Et si on prend en compte le fait que, avant de s'éloigner, il occupait un poste qui le plaçait continuellement aux côtés du haut commandeur, c'est dire si la volonté et le désir de liberté des Furiens est fort. Sa nature était littéralement muselée et tenue en laisse pendant des années, et il s'en est quand même libéré. Incroyable. Les Furiens, rebelles jusqu'au bout. Donc, on vient de voir que les Furiens ne sont pas qu'une espèce dotée d'une incroyable résistance aux tentatives de meurtre, c'est aussi un peuple aux capacités psychiques intrigantes, et 2 d'entre elles seront notamment utilisées par Riddick. Quand une bête traquée se retrouve acculée sans plus aucune possibilité de fuite et que tout semble perdu, certaines d'entre elles se rendent et font face à leur destin la tête haute. Un Furien, ça n'abandonne pas. Ça laisse plutôt éclater toute sa rage et sa douleur dans une onde de choc dévastatrice, et avec un peu de chance, ses ennemis l'auront suffisamment mis en colère pour que sa fureur les tue sur le coup. Bon, par contre, quand en plus s'ajoute la fureur des âmes de toute une planète massacrée il y a des années, il se peut qu'il s'assomme également tout seul. Cette vague de fureur est incroyable, bien sûr, mais s'il y a bien une capacité que Riddick utilise au quotidien, une capacité aux origines controversées et qui fait intégralement partie de l'identité du personnage, ce sont ses yeux, bien évidemment. Comment je peux faire pour avoir des yeux comme ça? Tu dois d'abord tuer pas mal de gens. D'accord, je peux le faire. Ensuite, il faut qu'on te mette en tôle, puis qu'on te dise que plus jamais tu reverras le jour. Tu croises par hasard un toubib, tu lui payes 20 paquets de cigarettes, et il te fait une intervention chirurgicale qui te permet de voir la nuit. Ça veut dire que vous voyez vos ennemis dans le noir total. C'est ça, ouais. Sauf qu'aucun docteur ici ne te fait des yeux pareils contre des clopes, même mentholés. As-tu dit une chose seulement qui soit vraie? Là, on arrive au sujet qui fâche. On arrive au sujet où, entre les mensonges de Riddick, ou souvenirs flous, allez savoir, et les sources qui se contredisent entre elles, tout le monde marche sur des œufs et va de sa petite théorie. Lors de la sortie de Pitch Black, les différents contenus annexes allaient dans le sens de l'histoire que raconte Riddick à Jack. Alors qu'il tentait de s'évader de la prison d'Ursaluna, le Furien y rencontre Cutter, un vétérinaire retraité, qui accepte de lui faire une opération de modification des yeux contre un paquet de 20 cigarettes. Mais à la sortie du jeu Escape from Butcher Bay, on y propose soudainement une autre version de cette histoire. Riddick aurait plutôt été opéré dans la prison du même nom, et non pas par un vétérinaire, mais par le pape Joe, un homme de foi un peu trop illuminé. D'ailleurs, ce dernier ne touche même pas aux yeux de Riddick, il lui recoue juste le bras, et c'est alors que la voix de Shira se fait entendre, et qu'elle éveille sa capacité, provoquant la mutation de ses yeux. It is beautiful. I see you being surrounded by much suffering. What did you do? Just made your... Just had... Fix your arm. Please. À ce moment-là, Riddick est persuadé que Joe en est le responsable, et un certain consensus dans le wiki explique que le Furien préférerait finalement retenir cet événement comme une opération volontaire demandée contre un paquet de cigarettes, fusionnant ainsi les 2 versions de l'histoire. Il n'aurait donc pas vraiment menti à Jack. Pour tenter d'un peu plus expliquer comment une telle mutation a pu se produire et pourquoi Riddick serait le seul Furien possédant cette mutation, qui semble pourtant propre à son espèce, j'aurais tendance à dire que c'est un potentiel dormant présent chez tous les Furiens,
et qui ne se déclencherait que dans certaines circonstances. Un peu comme la vague de fureur qui ne se déclenche que lorsque Riddick est complètement acculé et en danger de mort certain, ses yeux se seraient spontanément modifiés pour lui permettre de survivre. À ce moment-là, dans le jeu, l'obscurité est remplie d'habitants défigurés et agressifs, et il venait de perdre toute source de lumière pour continuer sa route. Son corps a donc fait ce qu'il avait à faire pour lui permettre de survivre. Il s'agit de ma théorie, une conclusion que je trouve assez satisfaisante, mais qui n'est qu'une spéculation. Toutefois, si mon raisonnement se tient, peut-être que Riddick possède actuellement d'autres potentiels dormants, attendant juste les bonnes conditions pour s'activer. Je veux dire, si ce n'était pas de l'obscurité qui lui faisait obstacle à ce moment-là, mais... de l'eau, par exemple. Vous croyez qu'il aurait pu se faire pousser des branchies? Comme dans Waterworld? Oui, je crois qu'il est temps d'arrêter cette vidéo avant qu'il ne soit trop tard. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et sa précédente jusqu'au bout. N'hésitez pas à proposer en commentaire un autre univers fictionnel dont vous êtes fan, film, jeux vidéo, livres ou autre. J'ai vraiment adoré faire ces 2 dernières vidéos. J'ai appris plein de choses que j'ignorais sur cette saga incroyable. On sent qu'elle a été réalisée et développée par des fans de leur propre univers. Vin Diesel, David Lowery, Starbreeze Studios. Maintenant que j'ai des noms à remercier pour m'avoir mis autant d'étoiles dans les yeux, je vais tenter de les retenir. On leur souhaite le meilleur dans le développement du 4e volet de la saga et du 3e jeu. Au moment où je vous parle, ces projets ont tout juste été mentionnés par Vin Diesel lors d'interviews, alors... croisons les doigts pour que les choses se passent bien et que, tel des Furiens, ils n'abandonnent jamais.